Alors, présentez-moi un peu la ferme. Alors, la ferme qui s'appelle la FEAB, Ferme École Agroécologie et Bioénergie, est un programme de la structure TMSU International qui se charge du volet formation, recherche, accompagnement, appui technique, etc. Dans tout ce qui est agroécologie, c'est-à-dire agriculture durable, bioénergie, énergie renouvelable. Voilà. Alors, d'où est venue l'idée d'avoir la ferme? Est-ce qu'on peut avoir une petite idée de comment est-ce que ça a commencé? Alors, la ferme a été créée par le professeur Agbati en 2015, oui, justement dans un souci de passer de la recherche développement à la recherche action. Donc, l'idée, c'était vraiment de développer le secteur agricole, de trouver des stratégies innovantes en termes d'agroécologie qui pourraient être exportées vers les producteurs, c'est-à-dire vers la base, ceux qui sont réellement concernés, et ne pas rester que dans les laboratoires universitaires. Donc, c'est vraiment une idée de faire de la recherche pour pouvoir l'implémenter à plus grande échelle auprès de ceux qui en ont besoin. Alors, quand vous parlez de ceux qui en ont besoin, est-ce que vraiment les paysans s'intéressent à ce que vous faites ici? Alors, étant évidemment, il faut faire un travail de fond, de sensibilisation, de formation, d'accompagnement, mais aussi surtout faire ses preuves. Et nous sommes vraiment basés là-dessus, ce qui a fait que nous avons pris beaucoup d'années pour faire de la recherche, de l'action sur le terrain, pour prouver vraiment l'efficacité des produits, des services, etc. que nous proposons. Mais il fallait aussi avoir quelque chose qui n'est pas, non, pas seulement innovant, mais qui prend vraiment en compte le côté, par exemple, financier, qui soit abordable pour les populations et facilement utilisable par eux. Vous avez parlé beaucoup plus d'agroécologie. Oui. Que comprendre de cette thématique? L'agroécologie, c'est l'agriculture, mais qui est faite en prenant en compte la préservation de l'environnement, de la biodiversité. Donc, c'est une agriculture qui intègre pleinement l'environnement, contrairement à l'agriculture conventionnelle qui se base plus sur la productivité à outrance sans forcément prendre en compte la préservation des ressources et sur le long terme. Donc, l'agroécologie, c'est une agriculture durable qui va intégrer tout ce qu'il y a comme composante environnementale, tout en gardant toujours l'effectivité et la productivité en ligne de mire. Voilà. Maintenant, au niveau de la ferme, comment est-ce que vous arrivez à rentabiliser? Alors, justement, la ferme, comme expliqué au départ, se basait à la base sur la recherche, développement, l'appui technique. Et l'idée, c'était vraiment que, au-delà des, bien sûr, il y a eu TMSU International, comme j'ai dit, qui est une structure qui fait beaucoup d'autres actions en termes de consultation, d'études, etc. Et c'est ce qui a permis vraiment de financer à la base les actions de recherche de la ferme. Et au-delà de ça, nous sommes quand même arrivés à un modèle économique qui intègre tous les produits de la ferme, nous leur donnant une plus-value à travers la transformation. Nous sommes dans la formation, l'accompagnement, etc. Et tout cela permet d'avoir aujourd'hui un modèle qui permet de rentabiliser et de soutenir les activités de la ferme. Quand vous parlez de, vous avez développé un modèle économique, ce modèle économique s'appelle? C'est un modèle économique, en fait, comme on dit un peu, l'économie sociale et solidaire, ok, où on va mettre ensemble tout ce qu'il y a comme composantes existantes, trouver au maximum ce qu'on a pour pouvoir avoir ce qu'on n'a pas. Donc, l'idée, ce n'est pas de se baser principalement sur ce qu'on acquiert de l'extérieur, mais de pouvoir valoriser concrètement tous les produits, les sous-produits pour générer d'autres produits secondaires. Voilà. On parle également aussi des bioénergies. Maintenant, comment ça se fait? D'abord, Euh, la définition et puis... Les bioénergies, en fait, ce sont toutes les énergies qui sont issues de la transformation, de la valorisation de la biomasse. Donc, on entend même les énergies qui vont utiliser le bois, le charbon, etc. Mais aussi qui vont valoriser les débris végétaux, les déchets animaliers, etc. Et donc, ici, par exemple, nous faisons de la production de biogaz, donc qui est une énergie qui est générée à partir de la méthanisation, c'est-à-dire de la transformation de la biomasse en milieu privé d'oxygène. Et donc, nous allons passer par un biodigesteur. Et sur la ferme, nous utilisons tout type de déchets biodégradables,
nous avons la bouse de vache, nous avons les fientes de volaille, nous avons les restes de cuisine, etc. Et ici, dans ce bac, nous mettons toute la matière première que nous allons faire entrer par ce système-là, où le biodigesteur lui-même est installé et enterré, donc pas visible ici. Donc une fois qu'on met les bouses, etc., on les mélange avec de l'eau, on laisse rentrer dans la tuyauterie et ça vient ici au niveau du dôme où le gaz se produit. Donc le biogaz, comme je l'ai expliqué, c'est se produit en milieu privé d'oxygène. Donc c'est un peu comme une sorte de fosse septique, mais avec un dôme en demi-sphère 2 où toute la production de biogaz va se faire. Et le gaz étant plus léger, il a tendance à monter. Et là, nous avons la sortie de gaz. Donc, nous avons le biogaz qui est canalisé jusque-là. Et nous allons faire le test de gaz là-bas. Maintenant, à côté, nous avons aussi le digestat qui se produit. Le digestat, c'est la matière digérée qui est produite à partir de la transformation de la matière. Une fois le gaz produit, la matière digérée est ici. Et c'est un digestat qui est très riche et valorisable en agriculture comme engrais. Donc, nous avons deux phases, les phases liquides et solides que nous pouvons valoriser pour l'agriculture. Alors, ce qui veut dire que le produit qui est rejeté, les paysans viennent chercher pour les agriculteurs ou bien comment? Oui, bien sûr. C'est pas jeté, justement, c'est valorisé. Donc, nous récupérons ce digestat. Nous avons les phases liquides que nous vendons comme engrais foliaire. Donc, on va utiliser au moment où il y aura fructification ou bien floraison, etc. Et la phase solide, qui est plus solide, va être utilisée comme fumure de fond. C'est-à-dire qu'on va mettre sur le sol avant de faire le semis, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous le vendons, nous vulgarisons aussi les systèmes. Le système même, c'est-à-dire le dispositif du biodigesteur que nous construisons chez ceux qui ont la matière première. Alors maintenant, qui viennent chercher ces produits? Non, ce sont surtout les groupements de productrices, les femmes productrices, maraîchères, etc. Nous les apportons vers elles ou soit elles viennent en chercher. Ce sont ceux qui ont des fermes privées. En fait, toute personne qui a besoin d'engrais pour faire de la production et qui connaît vraiment l'efficacité du digestat. Ce qui veut dire que la ferme est alimentée grâce à ce système, voilà, surtout en énergie. Voilà, en termes de cuisson. Parce que ici, nous utilisons le biogaz pour la cuisson et l'éclairage direct. Mais ailleurs, nous le valorisons aussi en électricité avec l'utilisation de générateurs à biogaz, etc. Donc, des privés comme moi, par exemple, peuvent vous demander de nous installer ce système chez moi à la maison? Bien sûr. Aujourd'hui, nous installons ce système chez les gens. Par exemple, à Lomé, dans les ménages urbains, nous valorisons plus les déjections humaines, c'est-à-dire au lieu de construire des fosses septiques, nous construisons des biodigesteurs isolés valorisés en gaz pour la cuisine. Mais au-delà, vous faites la promotion également d'autres formes d'énergie. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons les foyers améliorés qui rentrent dans la logique de la transition énergétique où nous n'avons pas, pour ceux qui ne vont pas sauter au gaz directement ou pour les populations qui n'ont pas forcément les moyens, pour qu'elles puissent continuer à utiliser les combustibles traditionnels comme le bois et le charbon, tout en ayant quand même un impact plus significatif en termes de réduction de l'utilisation. Donc, nous faisons la promotion de ces foyers améliorés-là que nous allons faire. Donc, ici, le gaz est canalisé ici. Donc, il vient ici, qu'on appelle en même temps le piège à eau, et qui est le regard où on contrôle la canalisation du gaz. Le piège à eau, c'est parce que le gaz contient de la vapeur d'eau que nous devons condenser et éliminer avant de pouvoir brûler le gaz. Voilà. Donc, nous allons faire le test. Ah. C'est bon. Donc là, nous avons le biogaz. Donc, la flamme bleue qui est caractéristique du méthane. Donc, ce gaz, comme je l'ai dit, peut être valorisé directement pour la cuisine, comme ici, ou envoyé vers un générateur à biogaz pour pouvoir générer de l'électricité au niveau des ménages ou bien des institutions. Bon, je pense qu'on aura pas. Le gaz peut être également utilisé pour l'éclairage direct. Donc, pour ceux qui n'ont pas de générateur à mettre, pour pouvoir éclairer leur maison, etc. Donc, en milieu rural, c'est très pratique pour ceux qui ont les déchets. Parlons de bioénergie et de transition énergétique. Nous avons ici l'unité de production et d'assemblage des foyers améliorés. Donc, aujourd'hui, nous proposons différents types de foyers. Les foyers à charbon, comme les noirs que vous voyez au fond. Et nous avons ce type de foyer également que nous avons conçu récemment,
qui sont mixtes, qui utilisent à la fois le bois et le charbon de bois, mais qui sont mobiles, dont nous faisons la vulgarisation aussi auprès des ménages. Donc, avec la cheminée qui permet de concentrer la chaleur, toute la fumée, etc. Et qui optimise le temps de cuisson, mais surtout l'économie de combustible. Bon. Donc, nous avons le système de potabilisation d'eau et de dynamisation qui allie deux technologies. Donc, le SODIS, comme on l'appelle, Solar Disinfectant, en fait, qui va utiliser tous les rayons solaires pour diffracter tout ce qu'il y a comme mauvaises bactéries dans l'eau. Et pour ça, nous avons besoin du réflecteur pour optimiser cela. Après un temps de séjour, on peut ouvrir l'eau là pour qu'elle puisse subir un second traitement. Et donc, pour ce traitement, elle va passer par des couches de sable et de roches superposées qui suivront un granuloclassement croissant pour finaliser le processus. Mais avant ça, nous avons un système. Avant ça, nous avons un système de micro-organismes efficaces à la surface biologique qui a besoin d'oxygène et donc il va permettre de passer par les différentes couches pour stabiliser l'eau. C'est bon. Ici, nous avons par exemple allié plusieurs techniques agroécologiques telles que le paillage, donc le paillis que vous voyez sur les planchers, qui va favoriser le fait que le sol garde l'humidité. Mais en plus, l'avantage, c'est que ça empêche les mauvaises herbes, donc on n'a pas besoin de désherber à chaque fois. Et bien sûr, quand ça se dégrade, ça permet d'enrichir à nouveau le sol. Nous l'avions allié avec le système de goutte à goutte solaire, qui en fait permet de maintenir une certaine humidité dans le sol et éviter le stress hydrique. Donc c'est une sorte de voûte céleste. On met de l'eau ici qu'on va couvrir et avec le soleil qui frappe, il y a de l'évapotranspiration et cette eau-là va permettre va se diffuser dans le sol. Donc même quand on n'est pas là, ça permet d'entretenir un tant soit peu les cultures en attendant de pouvoir venir faire l'arrosage. Et donc ici, nous faisons des tests de culture de tomates avec ces différentes techniques-là et avec les bio-intrants que nous produisons, c'est-à-dire les biofertilisants, les bioprotecteurs, pour voir l'efficacité sur les tomates et puis leur taille. Voilà. Et il y a également des plantes aromatiques. Bien sûr, nous faisons aussi beaucoup de plantes aromatiques que nous transformons en infusion. Donc, notamment les menthes, les citronnelles, les basiliques, les thés de Gambie, etc. que nous avons. On peut voir des échantillons. D'accord. Donc, ici, nous faisons de la production de plantes aromatiques, principalement hors sol. Donc, nous avons les menthes, nous avons l'oxymum, etc. Donc, que nous utilisons pour la production d'infusions, pour relaxer, mais surtout détox aussi, pour pouvoir purifier l'organisme. Alors, vous parlez entre-temps de la culture hors sol. Oui. Est-ce que quelqu'un peut vous demander de lui faire comme ça, surtout pour les plantes aromatisées? Oui, bien sûr. Après, hors sol, c'est un abus de langage parce qu'on a du sol quand même, c'est une culture sur sol, mais c'est juste que c'est dans des contenants. Donc oui, bien sûr, aujourd'hui, nous faisons ce type d'installation dans les maisons, ceux qui veulent faire sur leur balcon au milieu urbain. C'est en fait pour illustrer le fait qu'on pourrait faire de l'agroécologie, même chez soi à la maison, en famille, voilà. Pas forcément besoin d'avoir un terrain quelque part, mais que si on le voulait vraiment, on pouvait le faire. Ok. Alors, merci d'abord de nous avoir reçus. Maintenant, vous, en tant que responsable de cette ferme où il y a toute une panoplie de personnes qui travaillent, comment vous arrivez à gérer le stress, je vais dire le stress quotidien? Je pense que comme pour toute personne qui gère des équipes, au début ce n'est pas toujours facile, mais après on apprend des méthodes et on apprend aussi des leçons qui permettent de s'améliorer au fur et à mesure. Donc la meilleure façon de le faire, c'est de rester focus sur les objectifs qu'on s'était fixés. Parce que si on perd de vue ces objectifs, il est très facile de très mal gérer les choses. Et quand on reste focus, mais aussi qu'on prend vraiment en compte ce que les autres veulent, c'est-à-dire le besoin de ceux qui nous entourent. J'entends l'équipe qui travaille avec nous. Il est important aussi de les intégrer pleinement dans ce que vous faites. On arrive toujours à une solution, on trouve toujours une solution pour passer outre. Alors, il y a une question que vous n'aimez souvent pas parce que c'est pas la première fois que j'arrive ici. D'où vous vient cet amour pour la nature? Difficile à dire. Difficile à dire d'où ça vient, je ne saurais le dire. Je sais juste que voilà, j'aime la nature, j'aime ce que je fais. Et donc, quand on aime quelque chose, on s'y adonne. Et on donne le meilleur de soi pour y arriver. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est venu en cours de route. Ça a toujours été quelque chose que j'ai aimé. Donc, pour moi, c'était naturel d'aller vers ça.
Alors, si vous avez un message à l'endroit des jeunes filles qui, bon, peut-être on n'aime pas trop, on veut toujours être dans un bureau, travailler là-bas. Si vous avez un message à l'endroit de ces jeunes filles-là. Voilà, je ne dirais pas que tout le monde doit faire comme moi parce que tout le monde a sa vocation, mais il est surtout important d'avoir un objectif de vie. Ok, pour moi c'est le plus important, avoir un objectif de vie, avoir quelque chose pour lequel on se bat, c'est le plus important, et d'avoir des principes. Et pour ces jeunes filles-là, je dirais surtout de ne pas se décourager, ou bien de ne pas être découragées par ce qu'elles voient, mais de vraiment être focus sur ce qu'elles font, sur les études, ou bien sur l'apprentissage, ou quoi que ce soit d'autre. Et surtout, de chercher de l'aide, ou un mentor, comme je dirais par exemple, parce que c'est vraiment ça qui va leur permettre d'évoluer dans la vie. Et d'acquérir de l'expérience autant qu'elle peut. Et la vie, en fait, c'est un sacrifice. Donc, tout ne vient pas comme ça c'est vrai. Et quand on commence, on n'a pas toujours l'aval de tout le monde, on n'a pas toujours l'adhésion même de la famille. Donc, il faut quand même croire en soi, croire en ce qu'on fait pour pouvoir évoluer. Sinon, on est très vite découragé. Mais pour y arriver, il faut d'abord faire une série scientifique ou bien on peut faire toutes sortes de séries. Oui, bien sûr, on peut faire toutes sortes de séries. Après, ce n'est pas comme si, bien sûr, à un plus haut niveau, on est peut-être dans les études, les recherches, c'est différent. Mais pour faire ce type d'activité, on n'a pas besoin de faire des séries scientifiques ou quoi que ce soit. Il faut juste aimer la chose, aimer faire la chose, savoir s'impliquer, et puis c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui viennent, qui n'ont pas fait le BEPC par exemple, mais qui l'apprennent et qui s'en sortent très bien. Alors, Carla, est-ce que tout le monde peut venir ici pour faire du tourisme? Bien sûr, on est ouvert pour ça. Si on a intégré l'écotourisme comme une composante clé de la ferme, c'est justement pour pouvoir inspirer les autres et puis leur permettre de se ressourcer, voilà, quand ils veulent quitter la ville, etc. Donc, nous sommes ouverts à tous. Merci. Merci.